Ok, parfait. Eh bien, écoutez, il est 14h30 précise. Comme nous avons coutume de le dire, l'heure, c'est l'heure. Donc, nous allons démarrer ce webinaire. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle webconférence sur Parlons Business. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Calboussi et Jean-Hyacinthe Dussel de la société HubOne. Filiale d'Aéroports de Paris, HubOne est un groupe de services en technologie de l'information et de communication en environnement professionnel. Donc, en plus d'être spécialisé dans la gestion de hotspots Wi-Fi, HubOne va nous présenter aujourd'hui une nouvelle technologie permettant d'obtenir une connectivité performante, fiable et sécurisée en indoor, et ce, quelle que soit la configuration de vos bâtiments, même complexes. Donc, avec la technologie DAS, comme vous allez le découvrir, vous pouvez en effet proposer à vos visiteurs ou collaborateurs mobiles un accès à Internet sans recourir ni au réseau local, et ce, même quand le Wi-Fi n'est pas accessible. Sarah et Jean-Hyacinthe maîtrisent ce sujet beaucoup mieux que moi. Je vais donc vous laisser en leur compagnie pour environ une petite demi-heure de présentation. Je vous remercie de garder vos questions plutôt pour la fin de l'intervention, si vous le voulez bien. Vous pourrez les poser à l'aide de l'outil chat ou clavardage en français situé en bas de cette colonne. Il me reste donc à vous souhaiter une très bonne webconférence. Sarah, Jean-Hyacinthe, à vous de jouer. Merci. Merci. Voilà, donc je vous remercie à tous d'être venus nous rejoindre pour cette présentation sur le DAS. Alors le sujet, bien évidemment, vous avez compris, c'est le DAS. Le DAS, ça veut dire Distributed Antenna System. Ce sont donc des systèmes d'antennes distribuées que l'on déploie dans les bâtiments pour améliorer la couverture GSM des bâtiments. Alors au sommaire aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement qui est HubOne, ce que nous faisons. Je vais vous présenter pourquoi la transformation numérique actuelle nécessite des meilleures couvertures indoor. Ensuite, les raisons pour lesquelles les couvertures indoor sont généralement insuffisantes dans les bâtiments. Qu'est-ce que le DAS? Quels sont ses avantages? Pourquoi investir dans le DAS? Et en quoi HubOne est légitime pour répondre à ces questions? Voilà. Donc, HubOne. Donc, HubOne, c'est un groupe de services en technologie de l'information et de communication en environnement professionnel. Donc, nous ne faisons que du B2B. Nous concevons et nous concrétisons la digitalisation des métiers, des lieux et des usages. Nous appuyons sur notre expérience aéroportuaire puisque nous sommes filiale d'Aéroports de Paris et que nous opérons les télécommunications d'Aéroports de Paris, pour apporter des réponses sur mesure aux besoins opérationnels de nos clients en temps réel et aux besoins critiques de nos clients. Nos clients sont généralement des grands comptes, des PME à l'échelle nationale à l'échelle de la France. Dans nos chiffres clés, nous avons 440 collaborateurs, 4500 clients. Nous avons un chiffre, l'année dernière, nous avons fait un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros. Et nous avons 9 agences réparties sur tout le territoire français. Nous assurons un service de bout en bout du réseau, du cœur de réseau au terminal, et nous maintenons en condition opérationnelle les installations de nos clients que nous opérons. Voilà. Alors, quels sont les sujets sur lesquels nous travaillons principalement? Nous avons 5 axes, je dirais, produits. Sur ces axes produits, nous conseillons, nous déployons les infrastructures et nous les opérons. Le premier axe, c'est tout ce qui est couverture radio. Donc ça, on va en parler un peu plus dans le suite de cette présentation. Le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne les communications unifiées, donc la téléphonie en mode cloud. Tout ce qui est Internet et les réseaux. La traçabilité et la mobilité professionnelle, donc typiquement, c'est l'amélioration de la gestion des entrepôts par des technologies autour du code à barre, du RFID, et la digitalisation des points de vente. Donc, c'est l'amélioration du parcours client à l'intérieur des points de vente, des magasins, à l'aide de supports digitaux. Donc, voilà quels sont nos axes de prédilection. Alors maintenant,
en quoi les couvertures indoor vont devenir nécessaires et de plus en plus nécessaires? C'est parce que, comme vous le savez tous, nous assistons à la transformation numérique de notre société. Tous les secteurs de l'économie de nos sociétés sont en train de se transformer. Le numérique va devenir une partie intégrante de la vie de chacun d'entre nous. C'est l'est déjà, ça va s'accentuer. Et ceci dans toutes les applications de notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, eh bien, c'est dans les bâtiments que les connexions sont les plus difficiles. Donc cette transformation va nécessiter des infrastructures robustes pour accompagner l'immense flot de données qui sera consécutive à la numérisation de notre économie. Et ces infrastructures vont devoir satisfaire 4 exigences. Une première exigence est une exigence de sécurité, une exigence de vitesse de connexion, on ne peut plus supporter des temps de connexion trop longs, de fiabilité bien évidemment, mais surtout de capacité, puisque cette transformation numérique va générer énormément de données, donc il va falloir avoir des infrastructures qui vont avoir la capacité d'écouler des grandes capacités de données. Alors pourquoi aujourd'hui nous assistons, dans certains cas, pourquoi nous avons dans les bâtiments des couvertures radio qui ne sont pas satisfaisantes? Eh bien, à cause de 4 facteurs prédominants. Le premier, c'est, je dirais, l'augmentation extrêmement spectaculaire, la pénétration très spectaculaire des smartphones dans l'utilisation de la téléphonie. On considère qu'entre 2012 et 2014, la croissance des smartphones utilisés en France a été de 35%. Aujourd'hui, il y a 39 millions de smartphones qui sont installés et ça couvre 60% de la population française. Donc, cette croissance d'utilisation des smartphones a généré des consommations exponentielles en termes de données. On considère que le passage à la 4G a fait croître le nombre, la quantité de données consommées de 400%, s'élevant aujourd'hui à peu près à 1,5 gigaoctets par utilisateur. Donc, cette croissance de données a fait que les infrastructures existantes ont du mal à écouler cette capacité de données, surtout quand elle doit être assurée par des infrastructures qui sont outdoor. Le deuxième sujet, c'est que 80% des connexions aujourd'hui se font à l'intérieur des bâtiments, alors qu'au début de la téléphonie mobile, c'était plutôt 80% des connexions se faisaient, ou des transmissions mobiles se faisaient à l'extérieur des bâtiments. Donc il y a eu un renversement dans la proportion des usages mobiles qui est extrêmement spectaculaire et qui font qu'aujourd'hui, les utilisateurs n'ont de moins en moins la capacité à utiliser convenablement leur smartphone. Le quatrième point est dû aux nouvelles normes de construction des bâtiments, qui sont des normes, comme vous le savez maintenant, dites HQE. Ces normes HQE utilisent des matériaux qui sont imperméables aux ondes électromagnétiques, et donc les infrastructures antennaires des opérateurs qui se situent à l'extérieur des bâtiments ne peuvent plus pénétrer à l'intérieur des bâtiments. Et le dernier point, c'est que si dans le passé, les opérateurs avaient les moyens de financer chez certains de leurs grands clients des infrastructures indoor, eh bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que, comme vous le savez, le chiffre d'affaires des opérateurs a baissé entre 2010 et 2014 de 17%, et que l'ARPU, c'est-à-dire le revenu moyen par utilisateur, a chuté entre 2010 et 2014 de 41%. Donc les opérateurs doivent déployer des nouvelles infrastructures à l'extérieur,
Ils n'ont plus les moyens de se soucier de ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments, sachant qu'en plus, chaque bâtiment est différent et ça demande des études radio et d'ingénierie radio qui sont spécifiques à chaque fois. Et ce n'est pas généralement les opérateurs préfèrent déployer des infrastructures à une échelle industrielle et ne pas je dirais, se concentrer sur des cas spécifiques pour des bâtiments spécifiques. Alors, fort de tout ça, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quelles sont les solutions qui vont permettre et qui existent sur le marché de couvrir mieux les bâtiments en indoor. Et donc là, je laisse la parole à Sarah qui va vous expliquer cela. Merci Vincent. Alors, du coup, effectivement, quelles sont les solutions de couverture indoor qui existent aujourd'hui? Donc, il y a plusieurs typologies de solutions. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les solutions qu'on appelle small cells. Donc, ces solutions-là, en fait, c'est des solutions qui sont propriétaires opérateurs, donc qui sont mono-opérateurs. Donc, on a par exemple la femtocell, la picocell et la microcell. Donc, ces trois solutions sont des solutions qui font partie effectivement de la famille des small cells, qui vont répondre en fait à un besoin sur des zones restreintes et qui vont apporter un débit, enfin une couverture sur des zones assez restreintes, à la fois en surface, en superficie, et également en nombre d'utilisateurs. Ces trois solutions en fait sont déployées uniquement par les opérateurs, puisqu'en fait c'est une extension du réseau mobile de l'opérateur. C'est pour ça qu'en fait ce sont des solutions qui sont finalement assez restrictives en termes de qualité de service, puisqu'elles ne gèrent pas forcément le handover, c'est-à-dire le fait de sortir d'un bâtiment ou d'entrer dans un bâtiment. C'est vraiment une réponse à une zone restreinte. Ensuite, on a une autre solution qui est la solution de répéteurs. Donc là, les répéteurs vont uniquement relayer un signal en fait, qui vient de l'extérieur et qui va être retransmis à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, il ne va pas en fait amplifier le signal dans le sens où il ne va pas améliorer en fait le débit. C'est-à-dire que si le débit à l'extérieur est restreint et n'est pas performant, le fait de le relayer à l'intérieur n'améliorera pas en fait la couverture indoor du bâtiment. De plus, la solution de répéteur est illégale si on n'a pas l'accord de l'opérateur. Donc, il y a certaines entreprises qui souhaitent mettre en place ce type de solution, mais en fait, ils ne peuvent pas en déployer sans l'accord opérateur. Et si c'est le cas, l'ANFR, du coup, leur enverra un courrier pour qu'ils enlèvent en fait leur répéteur. Donc, finalement, parmi ces solutions, la seule qui va répondre, donc c'est le DAS, qui va répondre à un besoin d'avoir en fait une réponse multi-opérateur et multi-technologique, et qui va répondre aussi à un besoin d'aller couvrir une zone de grande surface. Donc, je vais vous expliquer en détail ce qu'est un DAS. Donc, un DAS, effectivement, comme le disait Jean-Hyacinthe, littéralement, c'est Distributed Antenna System. C'est en fait une infrastructure antennaire qui va du coup couvrir un bâtiment d'une surface importante, qui va être dédié, donc vraiment privé et spécifique au site du client. Donc, il y a plusieurs composantes dans un DAS. Le premier, on va dire, prérequis, c'est les B-opérateurs qui sont situés sur le schéma au pied de l'immeuble. Donc, effectivement, les trois points rouge, bleu et orange sont en fait les B-opérateurs qui vont permettre d'aller en fait relayer du coup le signal opérateur au sein du bâtiment. Donc, ces B-opérateurs sont des émetteurs radio qui sont interfacés avec un POI, donc un point d'interconnexion opérateur, qui va permettre du coup d'aller relayer en fait le signal des trois opérateurs et des fréquences donc choisies par le client au sein du bâtiment client via notamment du câble coaxial, des antennes. Ces antennes vont permettre de diffuser donc un signal de faible puissance, mais partout au sein du bâtiment, à proximité des utilisateurs.
ce qui va permettre du coup d'avoir vraiment une qualité performante et homogène partout au sein du bâtiment. Dans le cas où on a un bâtiment d'une très grande surface ou avec un certain nombre d'étages, notamment pour les IGH, les immeubles grande hauteur, on va devoir mettre en place un DAS actif, c'est-à-dire qu'on va mettre des équipements actifs, on va déployer des équipements actifs que sont notamment le master optique, la fibre optique, le répéteur optique. Donc pour résumer, ces équipements vont permettre en fait de réduire la perte de signal qu'on aurait eu si on avait mis uniquement du DAS passif, c'est-à-dire uniquement du câble coaxial. Et grâce à la fibre optique, on va pouvoir aller vraiment couvrir des zones qui sont finalement très éloignées du master optique. Donc voilà pour l'explication vraiment de l'architecture du DAS. Maintenant, quels sont les avantages donc, de cette technologie? Le premier avantage, donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est qu'il est multitechnologique et en plus évolutif. Donc ça veut dire qu'on peut mettre à la fois comme technologie de la PNR, donc du tétra, de la DNR, du GSM, donc de la 3G, de la 4G. C'est une solution qui est évolutive, donc demain on peut très bien déployer également de la 5G et du RF routing. Le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, c'est une solution multi-opérateur, donc sous réserve, bien sûr, d'avoir l'émetteur radio au pied du bâtiment, comme on le voyait tout à l'heure sur le schéma, et d'avoir, donc, du coup, les B-opérateurs, donc des opérateurs qu'on souhaite sur le site client. Donc là, ça dépendra effectivement du besoin client. Le troisième avantage, c'est que le DAS va permettre de couvrir des zones très étendues, complexes, notamment par exemple des aéroports, des centres commerciaux, des bâtiments HQE, haute qualité environnementale, où effectivement sur ces zones-là, on a du mal à capter et avoir une bonne couverture mobile indoor. Et on peut couvrir également le deep indoor avec le DAS, donc c'est également un grand avantage. Ensuite, le DAS est finalement un asset pour la zone couverte, c'est une plus-value finalement pour le bâtiment. Aujourd'hui, on a forcément dans un bâtiment un réseau d'eau, un réseau d'électricité. Demain, on aura également du DAS, puisque ça permet effectivement d'apporter une plus-value au bâtiment et surtout, c'est un investissement qui est pérenne dans le temps, puisque toute la partie donc, câblage permet en fait d'avoir une flexibilité dans le temps, puisque cette partie-là restera inchangée. Quand on voudra rajouter des fréquences, ce sera plutôt au niveau de la baie opérateur. Et enfin, le dernier point, c'est que le DAS peut être supervisé, c'est-à-dire qu'on peut finalement anticiper des éventuelles baisses de qualité de service, notamment sur les équipements actifs, dont je vais expliquer les composants tout à l'heure. Donc du coup, ça permet finalement à distance d'anticiper en fait des éventuelles baisses de qualité de service. Donc voilà, ça c'était vraiment les avantages sur la partie technologique. Maintenant, finalement, le DAS répond aux besoins de quelle typologie d'entreprise. Donc là, en fait, sur ce schéma, vous avez deux axes, deux critères. Le premier critère, c'est effectivement la surface du bâtiment, et le deuxième critère, la densité d'utilisateurs. Donc le DAS ne va pas répondre aux besoins des entreprises de moins de 10 000 m². Là, effectivement, les solutions pertinentes seront plutôt de l'ordre des small cells que j'évoquais tout à l'heure. Donc la première catégorie d'entreprises qui vont être intéressées, c'est donc les sites, par exemple, des sites industriels, donc avec des surfaces assez importantes et des densités d'utilisateurs assez moyennes. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont donc des entreprises avec des surfaces de bâtiments qui restent du même ordre que, par exemple, les grands entrepôts, mais avec une densité d'utilisateurs un peu plus conséquente, comme par exemple les sièges sociaux, les grands hôtels, les campus, les universités, les parcs de loisirs. Et enfin, donc la troisième catégorie, donc en haut à droite, ça va être du coup les sites qui accueillent du public avec une très forte densité de population, que sont donc les gares, les aéroports, les centres commerciaux et les stades. Donc maintenant que nous avons vu les différentes typologies d'entreprises qui seraient intéressées par du DAS,
quels sont les bénéfices du coup pour les entreprises qui vont déployer du DAS. Donc le premier bénéfice, c'est effectivement un gain en productivité et en performance pour les équipes opérationnelles. Donc par exemple pour un siège social, ça va permettre en fait aux collaborateurs de pouvoir au sein du bâtiment, de pouvoir communiquer, de pouvoir accéder à toutes les applications métiers via leur connexion mobile, de pouvoir également accéder, par exemple, à des fonctionnalités de présentiel, de chat, partout au sein de leur bâtiment. Le deuxième bénéfice très important, c'est qu'effectivement, le DAS va permettre d'avoir une sécurité accrue du site avec la continuité des réseaux d'urgence et notamment avec des services du type protection du travailleur isolé. Donc, par exemple, sur des entrepôts avec des niveaux en ligne indoor, on va pouvoir assurer vraiment la sécurité du travailleur isolé. Le 13e point qui est très important, c'est qu'effectivement, le DAS va permettre à l'entreprise d'avoir une flexibilité, de pouvoir changer d'opérateur, de ne pas être pieds et mains liés avec un même opérateur, puisque du coup, c'est une solution qui va permettre de pouvoir changer de flotte d'opérateurs, de pouvoir modifier son contrat, tout en intégrant bien sûr le fait qu'il faut la baie opérateur connecté au site du bâtiment. Il y a aussi une possibilité de fidéliser les clients pour les espaces qui accueillent du public, notamment avec la mise en place d'actions de push marketing, de géofencing, en fonction, par exemple, du lieu dans lequel se trouve le client, de lui envoyer des promotions spécifiques, en fonction à la fois de son historique d'achat, en fonction de sa marque préférée, voilà. Et enfin, ça permet aussi à l'entreprise d'avoir une bonne image de marque en apportant un service et un confort aux utilisateurs. Donc, typiquement, pour un espace accueillant du public, c'est très important. Pour un hôtel de luxe, pour un grand magasin également. Voilà, ne pas permettre finalement au client de pouvoir utiliser son mobile de manière fluide au sein de son bâtiment. Et à la fois, par exemple, pour les sièges sociaux, d'avoir ce confort également pour les salariés de l'entreprise. Donc voilà, donc ça c'était un exemple en fait de bénéfices pour les entreprises. Et maintenant, si on se positionne par rapport aux gestionnaires de site, aux propriétaires du site, donc il y a de nombreux bénéfices également à déployer un DAS. Le premier, effectivement, c'est d'anticiper les besoins en connectivité des clients, donc des entreprises qui vont être clientes en fait du gestionnaire de site. Donc c'est vraiment un must-have, effectivement, comme le disait Jean Hyacinthe, avec la transformation digitale et l'évolution du numérique. Ensuite, ça permet aussi de valoriser le bâtiment grâce à une infrastructure qui est pérenne et qui est évolutive, en intégrant effectivement demain la 5G, en intégrant du MIMO qui permet effectivement qui est une technologie qui permet de doubler les débits, donc d'apporter encore plus de bandes passantes au bâtiment. Ça permet également de monétiser le smart building en proposant des services innovants aux clients qui sont présents donc, dans le bâtiment, de sécuriser le site, ses occupants, et enfin d'innover en proposant des services, notamment de l'Internet des objets. Donc le DAS apporte énormément de bénéfices à la fois aux gestionnaires de sites, aux entreprises. Comme vous l'avez vu, le DAS, c'est vraiment en fait une solution pertinente pour un site qui a une surface d'au moins 10 000 m². Et c'est un projet qui a des étapes bien définies. Et Jean Hyacinthe va vous les présenter. Voilà, alors pour déployer un DAS, en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est, je dirais, celle qui nous apparaît une des plus importantes. Ça va être l'analyse des besoins et avoir une bonne compréhension de ce que l'on veut faire et ce que l'on veut obtenir avec son DAS, en regard de sa capacité à investir. Parce que, évidemment, plus on va vouloir mettre de technologie, plus on va vouloir mettre d'opérateurs, de mutualiser sur un grand nombre d'opérateurs ou de technologies, plus l'infrastructure va être compliquée et plus elle va être coûteuse. Donc le premier travail, ça va être de bien analyser quels sont les usages que l'on veut en faire
et en fonction ce que nous on appelle un macro-chiffrage, mais c'est d'enveloppe budgétaire, de pouvoir avoir un bon compromis entre une bonne qualité de service et un prix qui soit économiquement acceptable. Donc une fois que ceci est fait, une fois qu'on a bien compris ce que l'on voulait, les opérateurs, les types de technologies que l'on veut couvrir, l'étendue aussi que l'on veut couvrir, est-ce qu'on veut aller dans le deep indoor ou pas, etc., etc. À ce moment-là, la deuxième phase, ça va être une étude technique qui va avoir pour objet, d'une part, de définir une architecture, et d'autre part, de récolter un certain nombre d'éléments techniques qui vont pouvoir être transmis aux opérateurs qui vont être sollicités pour venir se connecter sur cette infrastructure et pour faire valider l'adéquation entre les contraintes techniques des opérateurs et ce qui est proposé. Et donc évidemment, la phase 3, qui est la phase de déploiement, ne commence qu'une fois que les opérateurs ont validé techniquement l'architecture qui est proposée, puisque in fine, c'est quand même leur service qui va être prolongé par cette infrastructure. Donc, une fois cette étude technique réalisée, donc on passe dans des phases beaucoup plus classiques d'installation, paramétrage, documenter l'installation qui a été déployée. Une fois c'est déployé, effectivement, il y a une phase de recette qui permet de contrôler que les simulations qui ont été faites avant le déploiement sont bien, que l'installation est bien conforme à la simulation qui a été faite avant. Ensuite, il peut y avoir des phases de financement, puisqu'il peut y avoir des modèles de location-maintenance ou de vente et de maintenance. Et la dernière étape, c'est la supervision, c'est tout ce qui est l'exploitation, le run, l'exploitation et le maintien en condition opérationnelle de l'installation, avec des niveaux de supervision et de maintenance qui sont proposés. Alors, en conclusion de cette présentation, je voudrais terminer par évoquer en quoi Boine est pertinent pour parler des sujets de DAS. Le premier point, c'est que nous avons une expertise radio importante issue du milieu aéroportuaire. Nous avons ici sur les aéroports plus de 60 baies radio de tous les opérateurs qui sont présents, et donc on connaît bien les sujets de radio. Nous avons aussi un très gros réseau Tetra, beaucoup de Wi-Fi, donc les problématiques réseau sur les aéroports sont extrêmement pointues. Nous avons développé une expertise importante en la matière. On étudie aujourd'hui l'opportunité de déployer un LTE privé sur les aéroports, ce qui nous a amené à renforcer nos ressources dans ce domaine-là. Et le dernier point, c'est que nous avons une très forte demande de nos clients, chez lesquels classiquement nous faisions des études Wi-Fi et qui maintenant nous demandent de travailler sur ce type de sujet. Donc nous avons une expertise, nous avons les ressources, nous avons la demande client, donc eh bien, ça nous a amené à, je dirais, concevoir et proposer une offre à l'échelle nationale sur ce sujet. Voilà, qui termine cette conférence. Peut-être maintenant, nous laissons la main pour les questions. C'est de la haute précision, 29 minutes. Vous avez été parfaitement dans les temps, bravo à vous. Écoutez, c'est le moment, si vous le souhaitez, de poser les questions complémentaires par rapport à cette technologie. De toute façon, donc vous pouvez les envoyer là, via l'outil de clavardage en bas, hein, n'hésitez pas. Sachez que vous recevrez bien entendu le support de présentation par email d'ici demain maximum, avec les coordonnées de la société Boine, si vous voulez les contacter pour
une étude spécifique de votre projet, bien entendu. Le webcast, donc l'enregistrement de cette webconférence sera également disponible. Nous vous enverrons le lien également. Nous avons M. Bruguière qui nous pose une question, qui nous demande comment les opérateurs acceptent votre démarche. Là, évidemment, les opérateurs peuvent avoir des propositions en la matière. Il y a deux phénomènes. D'abord, les opérateurs ont plutôt tendance à proposer, quand ils le peuvent, des solutions alternatives aux DAS, des solutions qui sont plutôt propriétaires, donc qui ne répondent pas forcément à ce que demandent les clients, bien qu'ils peuvent aussi proposer des DAS. Il se trouve que les opérateurs ont fort à faire en ce moment sur le déploiement de la 4G, et puis la 5G va venir derrière, etc., à l'échelle nationale, et n'ont pas forcément la capacité ou la volonté d'aller d'une manière extrêmement forte sur des sujets qui ne concernent que je dirais, des intérêts individuels. Hein. Et donc, on voit bien que sur le sujet, bon, il y a toujours des cas particuliers, mais sur le sujet, en règle générale, les opérateurs, à partir du moment où ils considèrent qu'ils ne prennent pas de risque opérationnel à venir se connecter sur une infrastructure qui n'aura pas été conçue par eux, eh ben, ne voient pas ça d'un œil particulièrement négatif, prennent des précautions, évidemment, des précautions. Donc, c'est là où l'étude technique doit être suffisamment documentée et précise pour donner toutes les assurances aux opérateurs que leur signal radio sera diffusé de manière conforme à leurs exigences. Donc là, je dirais qu'en plus de ça, si vous voulez, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont ce type de problématique à traiter, mais qui n'ont pas d'expertise en la matière, parce que vraiment les expertises de radio GSM, c'est quelque chose de très pointu, et les DSI ne sont pas très à l'aise avec ce type de sujet, et donc sont assez confortables de trouver un acteur qui soit un peu neutre et qui puisse les conseiller dans ce domaine-là. Alors, une autre question de M. Belvec qui vous demande qui paye pour le déploiement d'un système DAS. Est-ce que c'est les exploitants du lieu à couvrir ou est-ce que c'est plutôt les opérateurs? Alors, du coup, le modèle économique va dépendre en fait de chaque cas client. Maintenant, effectivement, il y a deux composantes. Sur la partie DAS, donc en général, ce sera le propriétaire du site qui investira donc pour déployer l'infrastructure. Sur la partie B opérateur, donc soit l'opérateur sera volontaire pour investir sur le site client, soit effectivement cela fera partie du coup de l'investissement nécessaire pour en fait utiliser un DAS sur le site client. Ensuite, il y a une troisième possibilité, c'est le neutral host. Donc là, effectivement, c'est un acteur comme nous, Hub1, qui allons investir sur le déploiement d'un DAS sur un site client. Et effectivement, les opérateurs qui souhaitent se connecter au site client vont devoir en fait louer le service à Hub1. Voilà, ça c'est encore un autre modèle économique possible. Mais dans la majorité des cas, effectivement, ce sera quand même à la charge du propriétaire du site d'investir sur la partie DAS, sur vraiment la partie câblage. Et sur la partie raccordement également. Oui. Après, c'est vrai qu'il y aura des modèles assez différents entre les espaces accueillants du public et les espaces vraiment privés, comme par exemple pour un siège social. Très bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, effectivement, et de toute façon, comme je vous le disais, vous recevrez
les coordonnées de Sarah et Jean-Hyacinthe si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le sujet. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous allons donc clôturer ce webinaire. Il me reste à vous remercier de votre présence et à remercier Sarah et Jean-Hyacinthe de leur présentation. Vous souhaitons à tous une très bonne après-midi. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.